Merci de venir à une conférence qui ne parle pas de Kubernetes. Donc, enfin, je préfère prévenir dès le début si vous voulez. Enfin, j'en parle un peu à la fin quand même, un petit peu spoiler. Du coup, je me présente, je m'appelle Samuel Liard. Donc, ça fait 20 ans maintenant que je fais du développement. Donc, j'ai travaillé chez Orange, j'ai géré un studio de jeux vidéo. Et aujourd'hui, je suis dans une société qui fait du WebRTC, qui s'appelle Apizee. Et vous avez mon Twitter si vous voulez me pinguer. Apizee, justement. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu de notre infrastructure. Donc, on est une société spécialisée dans le WebRTC. Donc, le WebRTC, c'est une API navigateur qui nous permet d'avoir accès à la webcam et au micro de l'ordinateur, ce qui nous permet, par exemple, de faire du Skype sur un navigateur sans avoir à installer de plugin. Donc ça marche de mieux en mieux, parce que maintenant c'est bien compatible sur pratiquement tous les navigateurs. Et ça nous permet de faire des chatbox. On a une offre avec des petites chatbox sur les sites internet, où en plus de pouvoir faire du chat, vous pouvez aussi contacter un agent avec votre caméra. Donc Apizee, c'est une société basée à Lannion, on est 27 personnes. Vous savez où se trouve Lannion? C'est vrai? Hein? Bretagne, c'est bien. Bon, pour les footeux, c'est au-dessus de Guingamp. En ce moment, on parle pas mal de foot. Donc voilà, on est au bord de la mer, 27, et effectivement, on est une entreprise French Tech, mais bon, toutes les entreprises sont French Tech, mais on a aussi le Pass French Tech qui sélectionne des entreprises à fort potentiel. Donc si je vous parle beaucoup d'Apizee, c'est avant tout pour vous parler de son architecture et de sa plateforme SaaS. Donc Apizee, c'est un SaaS qui a 5 ans maintenant. Donc en 5 ans, le SaaS, il a le temps de vivre. Donc au début, par exemple, de nos SaaS, on avait un achat proxy, on avait principalement 2 services qui étaient un service web pour du HTTP et un service de WebSocket pour du mode connecté, pour de la SIG. Donc au début, on avait que ça, avec 2 bases de données, MySQL, Redis. Petit à petit, un service SaaS, ça vit, et on a rajouté une base de données, on a rajouté du RabbitMQ pour des tâches asynchrones. Enfin, tout ça pour vous dire qu'une plateforme en 5 ans, ça a le temps de vivre. Et ça a le temps sur les serveurs, de configurer le serveur comme il faut, changer 2-3 paramètres, et du coup, dans un certain temps, bon, voilà, on a une plateforme qui est en place, qui fonctionne bien. Le problème, c'est qu'on a commencé à avoir des clients. Tant qu'on n'a pas de clients, tout se passe bien. Quand on commence à avoir des clients, c'est là où on commence à avoir des problèmes, normal. Et on a commencé à avoir des gros clients comme des banques ou des clients dans le domaine de la santé. Et c'est des gens qui n'aiment pas trop le principe du SaaS et de partager leurs données avec les petits copains à côté. Et donc du coup, le SaaS, ils sont pas très fans, et donc ils nous ont dit, bon, nous on veut bien travailler avec vous, mais on veut que vous déployiez votre service chez nous. Alors à partir de ce moment-là, on avait le choix, donc, soit de dire non, nous on est SaaS, c'est comme ça, mais bon, c'est pas toujours facile, ou alors de déployer chez eux. Alors déployer chez eux, c'est soit on leur demandait des serveurs physiques, on installait les services petit à petit, mais dans ces cas-là, il y a les problèmes de mise à jour et autres, soit on trouvait une autre solution. Justement, les besoins qu'on avait, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est déployer dans une infrastructure client notre service, tout le service. On a même un client qui nous a dit, alors voilà, nous on veut bien que vous le déployiez sur nos serveurs, mais on n'a pas Internet. Donc, comment on fait en mode, ce que j'appelle le mode offline? Et on a même un client qui nous a dit, moi je veux bien que vous l'installiez sur nos serveurs, mais vous ne venez pas chez nous. C'est-à-dire que c'est nous qui allons le faire. Et donc là, ça devient un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lui donner les clés du camion pour qu'il installe le système. Donc comment on fait pour protéger un petit peu notre service, pour pas que non plus ça puisse se copier et être copié un petit peu n'importe où. On a une dernière demande qui était aussi intéressante, c'est que on voulait faire un PC de démo. On a des commerciaux qui vont faire dans des salons, comme aujourd'hui, là, des démonstrations, et une constante dans les salons, c'est que les Wi-Fi ne fonctionnent pas. C'est une catastrophe, il y a des options Wi-Fi très chères, et même les options Wi-Fi très chères, en général, elles fonctionnent mal. Et nous, tout notre service a besoin du réseau. C'est-à-dire que si on fait une démo au client en disant « Regardez, on va utiliser une plateforme, on va faire un appel vidéo avec vous », si l'appel il est dégueulasse, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, les commerciaux étaient très embêtés pour faire des démonstrations au salon. Et là, ce qu'on a réussi à faire, c'est de déployer toute notre plateforme sur un PC,
sur un NUC, je ne sais pas si vous voyez les NUC, c'est des petits PC comme ça, qui permettent d'intégrer toute la plateforme et d'avoir une démo standalone sur un salon avec toute l'infrastructure qu'on a sur nos serveurs. J'ai même réussi au début à le déployer entièrement sur un Raspberry Pi. Donc ça pose d'autres problèmes à cause de l'ARM, mais l'intérêt de Raspberry Pi, c'est que là, vous mettez une batterie portable et vous avez une plateforme qui n'a même pas besoin d'être branchée à l'électricité pour fonctionner. C'est assez magique, quoi. Donc ça c'est le besoin. Alors, quelle solution on a trouvé? Alors, on a trouvé la solution Rancher. Donc Rancher, qui est une société texane, qui offre principalement deux produits, Rancher OS et Rancher UI. Alors Rancher OS, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que je ne l'ai pas dit au début, mais moi je ne suis pas DevOps, hein. je suis dev, donc je ne connais pas vraiment bien tout ce qui est système. Et là, Rancher OS, c'est vraiment un OS minimaliste, vraiment optimisé pour les conteneurs, donc avec très peu de points d'entrée et autres, qui est préconisé par Rancher pour déployer sur les hosts. Donc voilà, et dont je vais parler plus, que je connais bien, c'est Rancher UI, donc ça c'est la solution d'interface graphique, comme son nom l'indique, et qui embarque aussi un orchestrateur de VM. Donc, j'avais un petit slide d'orchestrateur que j'ai un petit peu réduit, que j'ai hésité à en virer parce que bon, c'est pas ici que je vais vous parler d'orchestrateur, parce qu'il y en a plein d'autres qui vont le faire mieux que moi. Mais bon, en gros, l'orchestrateur va nous permettre de gérer les hosts, et je vais plutôt vous montrer comment ça marche avec Rancher UI. Alors, Rancher UI, comment on le démarre? Eh bien, simplement par une ligne de code. Alors, la ligne de code, elle est un peu complexe, là. Parce que ça, c'est le mode offline que j'ai mis là. Mais en gros, c'est une commande Docker. Vous lancez une commande Docker et ça vous lance le service Rancher UI. Ça, c'est le lancement basique où vous lancez une seule instance avec une persistance sur le disque dur. Il y a une option pour lancer une persistance dans une base de données centralisée, avoir plusieurs instances au cas où il y en a une qui tombe. Un truc important, vous voyez à la toute fin, il y a un numéro de version. Dans la doc de Rancher, il conseille de déployer serveur de point stable. Là, moi, je vous le déconseille, parce que le stable, il change toutes les 3 semaines, et vous avez des fois des surprises. Donc, pointez un numéro de version que vous avez bien testé, c'est quand même plus sûr. Donc, une fois que vous avez démarré ça, vous avez forcément une belle interface graphique de votre navigateur. Donc, Rancher fonctionne avec la notion d'environnement. Donc, un environnement, c'est un orchestrateur qui gère des hosts, pour faire simple. Donc vous avez le choix de l'orchestrateur. Donc il y a Kubernetes quand même. Il l'offre à ce niveau-là. Je l'ai très peu utilisé parce qu'il y avait des contraintes au niveau de version de Docker qui étaient très fortes, que je n'avais pas envie de suivre, et du coup, j'avais pas forcément besoin. Et du coup, j'ai utilisé leur orchestrateur Cattle qui est très simple, qui est à base de Docker Compose. Donc ça c'est la déclaration de l'environnement. Première chose qu'il faut faire une fois qu'on a déclaré l'environnement, c'est de déclarer des hosts. Donc un host, ça peut être un serveur physique ou une VM. Hein. C'est un système Linux, hein, pour faire simple. Donc vous voyez aussi qu'on peut déclarer des hosts sur des services de cloud externes, comme Amazon et autres. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est de l'installer le Rancher UI sur une machine, et après on rajoute des hosts sur des machines à côté, ou des VM à côté. Et là, pour ajouter des hosts, il vous explique les ports qu'il faut ouvrir entre les machines, donc des ports UDP, et la ligne de commande à taper sur la machine avec la clé pour faire le lien avec le Rancher UI. Donc une fois que vous copiez-collez cette ligne de code sur le host, il va venir s'enregistrer sur votre Rancher. Le deuxième point important, une fois que vous avez vos hosts, c'est la notion de volume. Vous le savez, Docker c'est stateless, c'est-à-dire que vous lancez des choses, ça va s'exécuter, mais ça va écrire des fichiers potentiellement dans la machine Docker. Si vous l'arrêtez et vous la relancez, vous avez tout perdu. Ça a des très bons côtés parce que vous êtes sûr de ce que vous lancez. Ça peut être problématique si vous avez une base de données, comme on disait tout à l'heure, ou si vous avez des fichiers de log que vous voulez stocker. Donc là, Rancher vous propose une solution à base de connexion de volume. Donc vous déployez un plugin Rancher, par exemple NFS, c'est ce que j'utilise le plus, pour dire voilà, vous allez vous connecter à un serveur NFS, et après les volumes de NFS, vous allez venir les connecter aux machines Docker, de façon transparente. Et ça, c'est vachement pratique pour sauvegarder des données. Vous pouvez utiliser aussi, si vous êtes dans de l'Amazon, de l'EBS ou ce genre de choses. Il y a un troisième choix, enfin un autre choix qui n'est pas forcément là, parce qu'il n'y a pas besoin de plugin, c'est la persistance sur le host. Si dans votre déploiement, vous dites, voilà, moi ce Docker-là va écrire dans un répertoire qui est sur le host physique,
enfin le host. Ça fonctionne, ça peut être une solution pour des fichiers de log par exemple. Il faut faire très attention si c'est une base de données parce que le principe d'un orchestrateur c'est de prendre la machine Docker et potentiellement la déplacer s'il y a un problème. Donc si vous écrivez des choses d'une base de données par exemple sur un host et qu'elle vient être déplacée, eh bien vous allez perdre la suite de vos données, quoi. Et à la fin, voilà ce que ça donne. Donc à la fin, on a une série de hosts. Vous avez Rancher UI qui est déployé, alors dans ce cas-là, une seule fois, mais il peut être en achat s'il y a besoin. Des clients sous forme de Docker aussi, sur chaque host. Et ensuite, le déploiement de vos machines Docker sur chaque host. Et ça fonctionne grâce à un tunnel IPsec. Comme ça, en fait, vos Docker, même si elles sont sur des hosts différents, c'est comme si elles étaient côte à côte en termes de réseau. C'est assez pratique. Le gros point positif que je trouve sur Rancher, c'est sa notion de catalogue de services. Alors, une fois que vous avez déclaré vos hosts, vos volumes, vous avez un environnement qui fonctionne, Rancher arrive avec un catalogue de services déjà disponible. Alors, le catalogue de services, ça va du serveur Minecraft au serveur GitLab. Il y a de tout et n'importe quoi. C'est un repository public. Vous pouvez proposer des choses. Et ça vous permet de déployer en un clic un GitLab, par exemple. Ça, c'est quelque chose que nous, on utilise. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a des petits services API. Donc ça, c'est ce qu'on utilise, nous, pour dire, bah voilà, en plus du catalogue public, on a notre catalogue de services à nous, et vous allez pouvoir déployer notre service en cliquant sur un bouton. C'est ça qui est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut que le client puisse déployer notre service tout seul, grâce à cette interface graphique-là, il va pouvoir relativement facilement le faire. À quoi ça ressemble un catalogue? Un catalogue, c'est avant tout un repository Git public. Public, ça c'est important. C'est un répertoire, il y a un répertoire template. Après, vous avez un répertoire pour chaque produit et un répertoire pour chaque version. Donc là, vous voyez, mon catalogue API, il a eu 9 versions. Le fichier config YAML qui est global, le logo en SVG qui est global aussi. Et après, pour chaque version, vous avez principalement le Rancher Compose et le Docker Compose. Donc le Rancher Compose, ça ressemble à ça. C'est en fait la liste de tous les attributs que vous allez avoir besoin pour déployer. Donc tous les paramètres dont vous avez besoin. Donc un nom de domaine, un certificat SSL, un logging, un mot de passe. Tout ça, vous allez les typer et vous allez le lister. Et ensuite, Rancher va vous générer une interface graphique comme ça pour pouvoir rentrer ces éléments. Donc quand vous allez faire déployer mon service, il va afficher ça. Il va vous demander tous les champs que vous allez plus potentiellement pré-remplir d'ailleurs. Ce que je fais là par exemple, je pré-remplis. Moi mon idée c'était, pour mes tests surtout, c'est je déploie en 2 clics, quoi. Le certificat SSL, vous voyez, il y a une boîte à choix multiples parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déclarer le certificat SSL dans l'interface de Rancher pour pouvoir l'utiliser après pour les différents services. Donc là aussi, si par exemple votre client ne veut pas vous donner le certificat SSL, il peut le rentrer lui-même dans l'interface. Et une fois que vous avez cliqué, ça déploie le service. Il y a un autre élément à la fin que je ne montre pas là, c'est la définition de test de vie de service dans ce fichier-là. C'est vous allez dire par exemple, cette machine Docker-là, elle doit écouter sur le port 80, et si elle ne le fait pas, c'est qu'elle est morte, donc tu l'arrêtes et tu la redémarres. Le Docker Compose, le Docker Compose, lui par contre, il est beaucoup plus connu, c'est un Docker Compose classique. Les petites différences, c'est que, on lui passe les variables d'environnement qu'on a définies tout à l'heure, pour qu'au démarrage de la machine Docker, on puisse utiliser ces variables d'environnement. Et Rancher propose aussi des labels à ajouter pour l'aider à déployer vos services. Alors les labels, le label le plus intéressant qu'il a, c'est par exemple le label Affinity. Donc on en a parlé juste à l'instant un petit peu avec les affinités sur Kubernetes. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez dire, bah voilà, moi, ce conteneur-là, j'aimerais bien qu'il soit déclaré sur le même host que l'autre conteneur. Dans notre exemple, notre serveur Redis, je le déploie le plus proche possible de notre serveur de WebSocket. C'est mieux. Alors, justement, il y a le c'est mieux, c'est intéressant, c'est la notion de soft. Vous voyez le label soft. Vous pouvez définir des affinités en soft ou non soft. Si c'est soft, le mot clé c'est si c'est possible, vous le faites. Donc si c'est pas possible, il ne le fait pas.
mais ça peut se déployer. Si vous ne mettez pas le soft, si ce n'est pas possible, il ne va pas déployer. Par exemple, si vous mettez une contrainte, ce conteneur-là ne doit pas être déployé sur le même host que l'autre conteneur. Si vous tentez de faire un déploiement sur un seul host, ça va planter, parce qu'il ne va pas pouvoir les mettre sur 2 hosts différents. Donc ça, c'est super intéressant et on l'utilise beaucoup pour dispatcher un petit peu les conteneurs correctement et gérer aussi, on peut mettre aussi des affinities sur les hosts, de dire ce conteneur-là ne va se déployer que sur les hosts avec tel label. Nous, on l'utilise pour nos serveurs médias qui ont des besoins en route, en configuration firewall assez particulier. On sait que certains serveurs l'ont et pas d'autres, et du coup, on déploie les instances que sur les bons hosts. Et voilà, une fois que vous avez cliqué sur déployer, vous pouvez suivre votre service. Donc ça ressemble exactement à ça, c'est un screenshot. Vous voyez toutes mes machines, comment elles sont déployées, le nombre de conteneurs que ça contient, et comment ça tourne. Il y a une deuxième vue, c'est la vue par host. Donc là aussi, vous voyez l'intégralité des hosts que vous avez déployés. Donc ça, c'est un vrai déploiement que j'ai fait chez un client de santé dans le sud de la France, où il avait besoin de beaucoup de serveurs médias. Donc vous voyez, c'est assez bien réparti. C'est normal qu'il y ait plus de choses à droite, parce que ça, c'est nos services web qui ont des routes ouvertes assez particulières pour répondre aux services. Et les autres, les serveurs médias, les SFU, ce qu'on appelle, ont aussi des ouvertures de ports assez importantes. Et du coup, vous voyez mes hosts, vous ne voyez pas très bien d'ailleurs, il y a des labels, c'est ce qui est gris foncé là. Il y a des labels sur les hosts, et du coup les conteneurs se déploient sur les bons hosts. Alors ça, c'est quand ça se passe bien. Il y a aussi le cas où ça se passe moins bien, qui ressemble plutôt à ça. C'est voilà, vous avez 2 hosts, vous avez demandé le déploiement, et puis il y a tout sur un et rien sur l'autre. Bon, c'est un petit peu dérangeant, parce qu'on paye le CPU après tout, donc là on le paye pour rien. Et là, par contre, Rancher est pas très bon, il n'offre pas trop de solutions pour les déplacer. Même à la main en fait, on ne peut pas prendre une instance et la déplacer assez facilement, c'est un peu complexe. Ça arrive en plus régulièrement parce que si vous avez 2 hosts, que c'est bien réparti, vous en avez un qui s'arrête et qui reprend, et ben en fait tout va basculer sur un et puis ça va pas revenir sur l'autre. Ça c'est un peu problématique. Les petites facilités aussi de Rancher, c'est d'avoir accès aux logs via un bouton, donc vous voyez les différents logs d'un conteneur, et bien sûr de pouvoir se connecter sur une machine directement. Donc ça aussi, ça vous évite d'avoir à savoir sur quel host votre machine Docker il est pour lancer une ligne de commande. Ça utilise les WebSockets à fond par contre, donc sur certains environnements avec Firewall, c'est problématique. Le truc super qu'on utilise beaucoup aussi avec Rancher, c'est la notion de mise à jour. Comme je l'ai dit, une fois que vous avez déployé chez un client, c'est bien, ça fonctionne, mais vous avez besoin de mettre à jour votre service. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Avec Rancher, si vous faites une nouvelle rentrée dans votre catalogue, il va le détecter et vous mettre le bouton en jaune, là, enfin en jaune orange, là, pour vous dire, attention, il y a une nouvelle version du catalogue qui est disponible. Vous allez pouvoir cliquer dessus et faire la mise à jour de votre service. Il va mettre à jour, il va redémarrer, arrêter que les services qui ont besoin de le faire. Il va détecter si vous avez modifié une variable d'environnement qui touche à une machine ou autre. Il va vraiment démarrer le minimum. Une autre astuce aussi en termes de mise à jour, c'est quand on clique sur l'upgrade d'un conteneur, on a cette page-là, il y a une petite case à cocher en haut à droite qui est super importante, c'est le Start Before Stopping. Ce que fait Rancher quand on fait une mise à jour, c'est qu'il va démarrer une nouvelle instance. Enfin, par défaut, il stoppe l'ancienne, il démarre une nouvelle, et il va vous demander de confirmer que tout fonctionne bien avant de killer l'ancienne. Donc ça va vous permettre aussi de faire un rollback en cas de problème. Si vous faites, comme je viens de le dire, il y aura une petite coupure de service, le temps de redémarrer la nouvelle. Si vous cliquez sur le Start Before Stopping, il va démarrer la nouvelle, et n'arrêter l'ancienne qu'une fois que le démarrage sera bien fait. Donc ça vous diminue vraiment le downtime, et on est plus dans du blue-green deployment, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça fonctionne? On a mis en place un GitLab, tout simplement,
pour héberger chez nous notre guide public et notre registry Docker privé. Parce que autant le catalogue doit être public, ça c'est pas très grave, parce qu'il n'y a pas de secret dans le catalogue, c'est pas top secret on va dire. Par contre, votre registry privé avec vos machines Docker, avec tout votre service, vous n'avez pas envie que ça se déploie un peu n'importe où sans le gérer, quoi, parce que ça c'est le cœur de votre métier, il y a votre code source potentiellement dedans, et du coup on peut gérer un Docker privé et héberger soi-même ses sources. Dans Rancher UI, il y a une petite case à cocher pour déclarer un registry privé où on rentre le login mot de passe, et comme ça, ça lui permet de faire la mise à jour, enfin de télécharger les machines. Un point que j'ai oublié justement sur la question de mise à jour, j'y pense en parlant de télécharger les machines. Quand vous déployez un service, il télécharge les machines Docker avant de les lancer, c'est normal. Il faut faire très attention parce que les machines Docker peuvent être grosses. Enfin, nos machines Docker étaient grosses, un peu trop grosses d'ailleurs, on pourra y revenir après, mais il y en avait une qui faisait 1 giga par exemple. Ça peut prendre du temps à télécharger. Il y a des problèmes de timeout avec Rancher qui ne le gèrent pas très bien. Moi, ce que je préconise, c'est de le télécharger à la main, de faire un pull sur le host avant de faire le déploiement. Alors, ça complexifie un peu les choses, mais ça gagne du temps après. Et surtout, moi, je fais le pull sur l'intégralité des hosts. Un des problèmes, c'est que là, si vous avez un des hosts qui s'arrête, il va basculer votre machine Docker sur un autre host, mais il ne va pas avoir préchargé la machine Docker. Donc si vous devez télécharger 1 giga avant que votre service y redevienne up, ça peut être problématique. En plus du GitLab, on a toujours notre GitLab, en plus du guide privé, notre registry, on a aussi une série de runners GitLab qui nous permettent d'avoir un build continu de nos machines Docker. C'est-à-dire que quand un développeur fait un push sur notre Git, ça va générer une demande de build d'une machine Docker en fonction du tag où il est. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas sur master tout le temps, mais si jamais il pull sur la version 1.2, ça va rebuilder la machine Docker version 1.2. Ça va nous aider aussi à avoir des machines Docker déployables le plus rapidement possible. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tout ce qu'on a déployé, c'est déployé avec Rancher, évidemment. Donc, on a des serveurs où on a installé Rancher, avec plusieurs hosts, on a des GitLab, on a les runners sur tous les hosts, et les runners vont exécuter des jobs pour builder des machines Docker, pour les remettre dans le registry. Ça devient un peu complexe, hein, mais ça fonctionne. Alors, retour sur les problèmes qu'on a rencontrés, c'est ça qui est intéressant, je trouve, pour faire un petit retour. Alors, le premier problème qu'on a rencontré, c'est pas forcément à cause de Rancher, c'est plutôt à cause de Docker, c'est le problème de gestion de parange. Si vous voulez ouvrir 10 000 ports, c'est problématique avec Docker. Avec Docker Compose, il ne sait pas le faire. Et comme Rancher se base là-dessus, c'est un vrai problème. Du coup, nous, on a été obligés de changer la gestion du host de la machine Docker, de ne pas la gérer en bridge, mais de la gérer justement en host. Et donc, les quelques machines qui ont besoin d'un port range de 10 000 ports, on map toute l'interface réseau de la machine Docker sur le host physique, enfin sur le host. Ça, on a passé beaucoup de temps et j'ai discuté avec les gens de Rancher, ils n'ont pas de solution là-dessus. Red Hat, alors on ne le dit pas assez, mais Docker CE, donc la version gratuite de Docker, n'est pas compatible Red Hat. Ils vous disent dans la doc, hein, c'est clairement, si vous utilisez Red Hat, il faut acheter la version entreprise. Ce qui est étonnant, c'est que ça marche, en fait. C'est que j'ai déjà installé du Docker CE sur du Red Hat, et ça fonctionnait, ça commençait à fonctionner, mais j'ai eu des problèmes. C'est ça qui est assez traître, c'est que ça commence à fonctionner, et il y a des fonctionnements un peu bizarres. Donc faites très attention si vous avez des hosts sur du Red Hat, c'est un peu problématique. On a eu aussi, bon ça c'est un peu plus anecdotique, mais on a, comme on a notre poste dev qui est un petit PC sur Ubuntu desktop classique, on a eu un problème aussi de DNS. Il y avait une résolution de DNS locale qui merdait, et ça c'était, ça posait pas mal de problèmes. Et surtout, oui, attention à la version de Docker. Il y a une doc dans Rancher qui dit voilà, telle version de Rancher supporte telle version de Docker. Il faut vraiment bien suivre ça, sinon ça ne marche pas. Enfin, c'est pareil, hein, ça marchote et vous avez des problèmes après. Donc, ça ne supporte pas n'importe quelle version de Docker.
Et comme je l'ai dit, je pouvais le dire là aussi, le préload d'images, ça c'était un problème qu'on a eu. Enfin, moi c'est ce que je préconise, de toujours préloader les images sur les hosts. Alors, ça c'est pas un problème, enfin si, ça devient un problème, c'est que comme on le disait avec Datadog tout à l'heure, on va avoir besoin de monitoring maintenant. Avant on avait du monitoring sur nos serveurs, c'était simple. Maintenant dans les interfaces Docker, on n'a pas grand chose. Alors, ce qui arrive avec Rancher, dans le catalogue de services, toujours, hein, il y a un catalogue de services Prometheus, et vous pouvez télécharger le service Prometheus, et ça s'installe sur toutes vos hosts, et vous avez un tableau de bord avec toutes les métriques que vous voulez. Alors le problème, c'est un peu ça, c'est que vous avez toutes les métriques. Pour s'y retrouver, c'est un peu complexe, il faut vraiment faire le tri, il faut travailler l'interface Grafana pour retrouver les bons métriques que vous avez besoin. C'est pas super évident. Donc le monitoring de conteneurs, ça va devenir un vrai problème, hein, je pense. De savoir ce qui se passe dans les conteneurs, ça devient compliqué. Alors les bonnes pratiques aussi, j'ai tiré pas mal de bonnes pratiques sur la création des machines Docker pour les avoir testées chez nos clients, parce qu'une fois que vous avez votre machine Docker, vous l'avez déployée chez vous, elle fonctionne super bien, c'est génial, et quand vous le déployez chez le client, vous découvrez des choses que vous n'avez pas prévues, et donc du coup ça ne marche plus. Et le problème, c'est que vous avez deux choix, c'est soit vous faites en sorte que ça fonctionne en vous loguant dans la machine Docker, vous faites les modifs, et vous savez très bien que si ça stoppe et ça redémarre, vous avez tout perdu. Du coup, moi ce que je conseille, c'est de faire un hook dans l'entry point de la machine Docker. C'est-à-dire qu'au démarrage de votre machine Docker, prévoyez un espace, un endroit où vous pouvez surcharger des variables d'environnement. Ça peut sauver des vies en prod. Moi j'ai déployé notre service, donc comme je vous l'ai dit, c'est du WebRTC, on fait des calls audio et vidéo, et du coup quand on fait un call, ça fait une sonnerie de téléphone sur l'ordinateur. Et on a un client où on avait déployé, il nous dit ça va pas du tout, la sonnerie est trop agressive. Donc voilà, la sonnerie, le wave qu'on avait choisi, il n'était pas bon, quoi. Comment on fait? Donc, est-ce que je change de wave pour tout le monde? Est-ce que je redéploie une machine chez lui? Non, on a réussi à trouver, grâce à ce hook-là, à retrouver le fichier qui lui allait bien, le coller sur ses serveurs, et à chaque fois qu'il redémarre nos machines, ça vient surcharger notre musique. Ça c'était plutôt intéressant, et c'est quelque chose que je préconise. Toujours, comme je l'ai dit, si vous voulez profiter des logs à l'intérieur de Rancher, la bonne pratique, c'est de finir votre entry point vers un tail d'un fichier de log, comme ça vous aide. De toute façon, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup Docker, mais la bonne pratique aussi, c'est de ne pas finir votre entry point par le process qui doit tourner. Si par exemple, si vous avez une machine avec un serveur web et que vous finissez votre entry point par le lancement d'Apache, si jamais vous voulez faire de la customisation dedans, vous rentrez dans la machine, vous faites un changement de la configuration et vous faites un Apache restart par exemple, ça casse la machine, ça casse la machine Docker. Vous avez arrêté le processus, le Docker s'arrête. Donc c'est toujours bien de finir le Docker par un tail. Alors, pour finir, parce qu'on va laisser place plutôt à des questions après, là on était sur du Rancher 1 quelque chose, donc le Rancher 2.0 est tout neuf, le 2.0.0 est sorti le 2 mai et 2.0.3 le 22 juin, alors pareil, il y a des versions, j'avais encore regardé hier soir, tous les jours il y a une release candidate et toutes les 2-3 semaines il y a une version. Et la grosse nouveauté du Rancher 2.0, c'est qu'ils abandonnent leur orchestrateur. Donc ils se basent complètement sur le Kubernetes. C'est assez logique, c'est-à-dire que Kubernetes est en train vraiment de se déployer partout, de devenir l'orchestrateur de référence. Pourquoi ils vont avoir à maintenir leur orchestrateur? Ça n'a pas de sens. Et donc du coup, la question qui pourrait se poser, c'est mais à quoi sert Rancher si jamais on a Kubernetes? Parce qu'on a une interface graphique, on a des suivis aussi. Ce qui n'existe pas dans Kubernetes, c'est cette notion de service. Le déploiement de service, de catalogue, je veux dire, pardon, le déploiement de catalogue, ça n'existe pas, et ça, c'est un vrai manque, je trouve. Et donc, Rancher se positionne au niveau de la 2.0 sur le catalogue de services, et aussi des outils de déploiement de Kubernetes. Ils ont fait la conclusion que c'était quand même assez compliqué à installer à la main, et du coup, ils ont créé des scripts, pas mal d'outils en open source, pour pouvoir faciliter l'installation. J'ai peut-être été un peu vite, mais je crois que j'ai fini.
Est-ce que vous avez des questions? Ça, là-bas. Ils attendent. J'ai bien fait, s'il y a plein de questions. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Au cours des différentes intégrations que vous avez pu faire chez les clients, est-ce que vous avez eu des soucis justement au niveau des proxys ou ce genre de choses pour attaquer les images sur Docker Hub, parce que pour avoir testé Rancher ou Kubernetes ou autre, effectivement, sur des environnements un peu bancaires qui sont un peu fermés, ça marche pas très bien. Alors, oui, on l'a testé, oui, on a eu certains problèmes. Alors nous, on n'utilise pas Docker Hub. Ce qu'il faut voir, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais je l'ai dit qu'on avait un besoin de déploiement offline. Donc c'est pareil, hein. Une fois quand il y a un proxy, c'est comme si on était offline. Et ce qu'on propose aux clients aussi, c'est que moi, tout ce GitLab là, avec notre catalogue public, avec notre registre privé, je l'ai mis sur une clé USB. Et donc en fait, on peut déployer l'intégralité de notre GitLab sur la plateforme pour faire le déploiement 100% en local. C'est aussi pour ça, si je reviens vraiment au tout début, je ne sais pas si vous avez fait... ce que j'ai dit, c'est que le lancement là, ça c'est un lancement en offline. Le lancement en offline, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que le registry.pz.com, en fait, c'est ton localhost, c'est le localhost Docker. Donc il va être en local. On lui dit aussi que le bootstrap de l'image, les images par défaut, enfin l'image d'agent, elle va être sur mon registry ici. Enfin voilà, là ça permet de surcharger tout ça pour pouvoir exécuter en local. C'est vraiment l'idéal, quoi. Alors c'est un peu chiant à faire, hein, parce que vous faites une clé USB qui fait 4 Go avec toutes les images. Dès qu'il y a une petite modif d'image, il faut la rebuilder, mais c'est la seule solution. Sur le catalogue de services, c'est possible de l'avoir vide, sans les images préposées par Rancher, et juste d'ajouter le vôtre. Et quand vous dites que le vôtre doit être public, c'est public en interne de chez le client? Alors, c'est public sous forme d'un Git sans login mot de passe, sans clé. Donc effectivement, ça peut être un Git qui est déployé chez le client, et du coup, ça reste du Git privé, quoi. Mais nous, aujourd'hui, il est accessible à tout le monde, notre Git. Hein. Ouais, mais du coup, en offline, même, donc un client qui l'a chez lui, ça fonctionne avec son GitLab en interne. Voilà, en interne, il peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Hein. Et de n'avoir que vos services listés dans le catalogue de services. Ça aussi, ça existe. En fait, il y a une option dans Rancher qui permet de ne pas importer le catalogue de services publics. De toute façon, on importe le catalogue, mais on n'importe aucun service par défaut. Hein. Donc on peut aussi désactiver l'option catalogue public et ne charger que le catalogue privé. Il n'y a pas de problème. Alors, juste une question pratique. C'est vos clients qui accèdent à Rancher UI ou c'est votre support? Alors, ça dépend. Ça dépend, c'est souvent nous. Et il y a certains clients qui ont besoin de... Il y en a un, en l'occurrence, qui a fait l'installation tout seul, et du coup, on lui laisse accès à cette UI, quoi. Bon, là, par contre, faut avoir confiance un petit peu, parce qu'il accède quand même potentiellement aux machines, quoi. Donc, ça, c'est un problème de contrat, quoi. Ouais, je pense qu'il a... Enfin, j'ai eu la réponse à mes deux questions. La première, c'était le monitoring. Est-ce que c'était le client qui surveillait lui-même ses services, vu que c'était installé chez lui, ou vous avez accès à distance au monitoring? Et la deuxième, c'était par rapport à la propriété intellectuelle. Vous avez un registry privé, bien sûr, mais une fois qu'il l'installe chez lui, il a forcément accès au code source, à l'image et à tout. Oui. Bon, le problème ce genre de problème, bon, déjà, ça passe par des contrats. Ça, faut faire un peu confiance aux clients et faire signer les bons contrats. On a certains codes qu'on peut masquer, donc ça va. Mais on a aussi du PHP qui est lisible, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème, quoi. On ne peut pas faire du on-premise chez n'importe qui, quoi. Sinon, vous donnez effectivement les clés du camion de votre application, quoi. Après, pour le monitoring, la plupart des clients chez qui on va ont leur propre outil de monitoring pour les hosts, en fait. À l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc ils monitorent bien les hosts physiques, mais ils ne monitorent pas les services concrets à l'intérieur, quoi. Merci pour la super présentation. Ma question, c'est sur les opérations un peu day to, une fois que j'ai installé, que je veux mettre à jour. Quel est le retour d'expérience là-dessus? Qu'est-ce que je fais? Je dois arrêter mon rancher? Je dois
je dois mettre à jour les clients sur les hosts, à quoi ça ressemble? Alors, ouais, tu as raison, il y a plusieurs niveaux de mise à jour en fait. Comme je l'ai dit, moi je ne suis pas du tout DevOps ou ingé système, donc j'estime que ce n'est pas mon boulot de gérer les hosts. Donc il faut qu'ils soient à jour en termes d'OS et autres, ça c'est important. Après, moi en tant que dev, mon boulot c'est quand même d'être à jour en termes de Docker, quoi. Donc effectivement, la mise à jour se fait assez simplement comme je vous l'ai montré avec le bouton mise à jour. Hein. Ça c'est assez magique et ça marche vraiment bien. Donc moi je fais un nouveau catalogue, je change les numéros de version de mes machines Docker, celles qui ont changé. Par exemple, on change rarement de version de Mongo ou de Redis, quoi. Mais par contre, pour mon code, pour la version web, on en change à chaque fois, à chaque mise à jour. Donc je change ça dans mon catalogue et après je déploie mon nouveau catalogue. Et c'est lui qui se charge d'arrêter et de redémarrer ce qu'il faut, quoi. Donc c'est assez efficace, quoi. Et au moins, si jamais j'ai fait un changement dans mon serveur web, par exemple de mon serveur Nginx, parce que j'avais une propriété de limite de taille de fichier, ça m'est encore arrivé la semaine dernière, à changer, et bien quand je vais le faire dans ma machine Docker, dans mon image, et je vais le déployer chez le client, je vais avoir le code et l'environnement qui va avec. Ça c'est vachement pratique, quoi. Bon, on a un petit peu évolué, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait pas mal d'erreurs aussi au premier découpage. Vous le voyez là, il y a combien? Il y a 6, 7, 8, il y a 8 lignes. J'avais pas fait assez de machines Docker. J'avais fait un peu trop à l'image de notre prod et je n'avais pas séparé les services. C'est-à-dire que nous, on a 3 services web qui étaient sur la même machine avec un HA proxy dessus. J'avais aussi un problème avec les crones. J'ai des crones sur le PHP qui étaient sur une machine et ce qui faisait que mon conteneur web, je ne pouvais pas le déployer plusieurs fois à cause des crones. Donc ça, j'ai tout changé et j'ai tout éclaté en services beaucoup plus atomiques pour pouvoir dire, bah voilà, les crones, effectivement, tu les exécutes une fois, mais le web, bah, si tu veux l'exécuter 3 fois, comme il y a un même cache au milieu, bah, j'ai pas dit il y a un même cache aussi, mais voilà, ça fonctionne, quoi. Ça, on apprend petit à petit avec le temps, quoi. D'autres questions? On a plein de temps. Bonjour. Pour la mise à jour de Rancher de 1.6 vers 2, ça va être, vous l'avez fait? C'est facile ou alors, c'est en prévision? Je ne l'ai pas fait encore parce que déjà, je n'ai pas commencé à regarder trop Kubernetes. J'ai regardé un petit peu, mais c'est compliqué parce qu'on a déjà quand même pas mal de déploiements chez nos clients. Donc on ne va pas pouvoir aller aussi vite qu'on voudrait là-dessus. Ça va être une autre version. Et non, j'ai pas vraiment bien regardé. Alors, il le marque dans la doc. Il y a une doc pour faire la migration. Je pense que ça va bien se passer, mais il y a encore du boulot, je pense. Hein. Mais là, va falloir qu'on vive un peu avec l'historique, quoi. C'est l'inconvénient des solutions en prod. Hein. On peut pas changer en claquant des doigts la solution, quoi. Ok, j'ai une question là-dessus, je rebondis. Est-ce qu'ils vont garder le support un minimum de temps pour la version 1? Ouais, ça c'est une bonne question. Ils ont parlé d'1 an de support sur la version 1, 1.6 là. Donc je pense que l'année prochaine, effectivement, ça va être un peu plus compliqué, quoi. D'accord. Et pour le choix de Rancher, vous êtes parti, vous avez vu d'autres possibilités ou Alors, il y avait pas mal. Enfin, j'ai pas examiné énormément de solutions. Pour être très franc, encore une fois, je ne sais pas combien de fois j'ai répété, mais je ne suis pas DevOps. Et c'était un peu compliqué pour moi de faire ce genre de choix. Et du coup, j'étais au Brestcamp. Vous connaissez le Brestcamp? Oui. C'est Rennais aussi, hein, c'est la Bretagne. L'année dernière, l'édition du coup 2017, et pour discuter avec les DevOps en fait, pour dire voilà, est-ce que tu penses... J'avais pensé à Docker en fait, je savais que Docker c'était la bonne solution pour containeriser, mais j'avais que du Docker Compose, et je m'étais dit mais je ne vais pas envoyer à mes clients du Docker Compose pour leur expliquer de changer un fichier avec des variables d'environnement, avec des options, tout ça, c'est l'enfer, quoi, c'est pas exploitable. Et c'est vrai que j'ai un copain DevOps qui m'a dit bah, écoute, regarde Rancher, ça fait le job, et effectivement j'étais agréablement surpris. On a pu le mettre en place très rapidement en fait. Au bout de 2-3 mois on commençait déjà à en déployer, quoi. Parce qu'on avait déjà dockerisé un petit peu les choses, quoi. D'accord, vous n'avez pas quelqu'un qui fait plus de l'opérationnel chez Apizzi du coup? Bah non, malheureusement c'est moi qui en fais le plus, tant pis pour eux. D'accord. On a du temps pour d'autres questions si vous en avez. Ah ouais, j'étais vraiment très court. Sinon, vous serez en avance sur la pause. C'est bon? Ok. Bah merci. Merci, Samuel.